Henri Konan-Bédié, président du PDCI-RDA, dans le viseur du gouvernement ivoirien. Ces récents propos à l'endroit d'une certaine frange d'étrangers présents en Côte d'Ivoire auraient contribué à jeter un peu plus d'huile sur le feu. Quelques extraits ayant suscité l'émoi. On fait venir clandestinement des étrangers à qui on fait faire des papiers, possiblement pour fausser les élections de 2020. Le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, le leader du PDCI d'affirmer: nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, de cacao. Et ensuite, les gens se sont installés à leur propre compte. Et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux. Car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Choqué, le gouvernement, par un communiqué signé de son porte-parole, dénoncera des propos belliqueux d'une extrême gravité pouvant mettre à mal l'unité nationale et la stabilité du pays. À l'ancien allié d'Alassane Ouattara, il sera demandé de savoir raison garder en restant respectueux des textes de la République qui punissent le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse. Allié jusqu'à l'an dernier du parti au pouvoir du président Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Konan-Bédié est depuis entré en lutte ouverte contre lui dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Un scrutin qui s'annonce déjà tendu. Les soldats américains se rendaient sur un champ de tir au Niger lorsque l'incident est survenu, selon un journal. Un véhicule blindé tout-terrain des États-Unis a été endommagé. Pas de décès et la cause des dommages reste à déterminer, d'après l'ambassade américaine à Niamey. Selon une source sécuritaire locale, le véhicule de l'armée américaine a sauté sur un engin explosif à Oualam, dans une région proche du Mali. Le véhicule est complètement endommagé, mais l'explosion n'a fait aucune victime. Oualam est situé à une centaine de kilomètres de Niamey et abrite un important camp d'entraînement de l'armée nigérienne, où sont notamment formés les soldats qui participent à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. C'est le deuxième incident impliquant directement des soldats américains au Niger. Ils y sont très présents dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes et de la formation des forces spéciales nigériennes. Les États-Unis disposent d'une importante base de drones à Agadez dans le nord du Niger qui leur donne une plateforme de surveillance de premier plan. Le Niger a récemment autorisé les Américains à armer leurs drones. Depuis 2018, l'ONU s'inquiète de la persistance de l'insécurité dans la région de Tillabéri, théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes et de violences intercommunautaires. La 6e étape de la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun s'est déroulée à Douala, la capitale économique camerounaise. Celle-ci a été magnifiée par un critérium à circuit fermé qui faisait une boucle de 10 tours, soit un total de 82 km. Une étape qui a connu du suspense jusqu'à son terme, surtout avec cette échappée pendant 8 tours des Zangfo Moyo de l'équipe rwandaise qui n'a été rattrapée au sprint final par le Camerounais Raoul Hervemba. Ce critérium a vu la victoire du Rwandais Jean-Claude Zafas Vanayo. Il a devancé le Camerounais Mba Hervé Raoul. Une arrivée qui fera d'ailleurs des remous puisque contestée par la partie camerounaise sur la victoire du Rwandais. Je pense que celui qui a traversé cette ligne ne menace pas le maillot jaune. Et compte tenu de l'hospitalité camerounaise, je préfère qu'on laisse ça tomber. Pour les différents podiums de fin, le Marocain Youssef a été propriétaire des maillots blancs et blancs à poils rouges, synonyme de meilleur jeune et meilleur grimpeur. Comme à la 5e étape, le maillot vert du premier au classement au point est revenu au Néerlandais Stéphane Bekes. Et enfin, le prestigieux maillot jaune est resté au Camerounais Kamzon Abbé sur le Clovis. Demain, on traverse Sanchou et je pense que le maillot jaune va arriver à Yaoundé. La 7e étape qui se court ce samedi est une étape de montagne, favorable aux grimpeurs de l'équipe rwandaise. Au classement général, on n'est pas très loin, on est à 1 minute et quelques secondes. On va chercher l'étape et aussi pourquoi pas le maillot jaune, on va voir. Cette 16e édition du Tour du Cameroun s'achève ce dimanche à Yaoundé. Pour rappel, pour des raisons sécuritaires, seules 4 des 10 régions du Cameroun sont concernées par la compétition.
L'attaque d'un paisible village du centre du Mali dans la nuit de dimanche à lundi est l'œuvre d'hommes armés soupçonnés par le gouvernement d'être des terroristes. Le bilan provisoire fait état de 95 tués et 19 disparus, plusieurs animaux abattus et des maisons incendiées. La tragique attaque armée a été perpétrée lundi vers 3 h du matin dans le village Sobameda, dans la commune de Songa, dans la région de Mopti, dans le centre du pays. C'est un village de 300 habitants. Des hommes armés soupçonnés d'être des terroristes y ont lancé un assaut meurtrier. Depuis l'apparition en 2015 dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Depuis janvier 2018, la division des droits de l'homme et la protection de la mission de l'ONU au Mali a documenté 91 violations des droits de l'homme commises par des chasseurs traditionnels contre des membres civils de la population Peul dans les régions de Mopti et de Ségou, ayant fait au moins 488 morts et 110 blessés. Inversement, des groupes armés d'autodéfense de la communauté Peul ont commis 67 violations des droits de l'homme contre la population civile de la région de Mopti dans la même période, ayant causé 63 morts et 19 blessés, selon la même source. La série d'attaques dans le nord du Nigeria a été opérée simultanément dans plusieurs contrées. Les sources de l'information ont évoqué une première vague d'attaques contre 4 villages à une 50aine de kilomètres de Sokoto dans la nuit de samedi à dimanche, faisant 25 morts. Une autre vague d'attaques plus au nord, dans le même état, a fait 18 morts. Dans la première attaque, des hommes armés sont arrivés dans des villages du district de Rabat, ouvrant le feu sur les habitants avant de voler des têtes de bétail. Parallèlement, un groupe de bandits a mené un raid sur le village de Satirou, à la frontière entre le Nigeria et le Niger, faisant 18 morts. Le président Muhammadu Buhari a condamné ces attaques lundi matin, se disant choqué et attristé par cette tuerie massive. L'autorité dit décrier tout acte de violence et de terrorisme contre les Nigérians innocents. Les États du Sokoto, Katsina et Kaduna au nord d'Abuja, la capitale fédérale, sont le théâtre d'attaques similaires depuis quelques mois. Ces gangs criminels, qui ne se revendiquent d'aucune idéologie, mènent régulièrement des raids dans les villages, volant du bétail, brûlant des maisons, pillant de la nourriture et procédant à des enlèvements contre des rançons. Le Nigeria est confronté à de multiples défis en matière de sécurité. L'attaque de ce village Dogon a débuté dans la soirée de dimanche pour s'achever vers le milieu de la nuit, selon des témoignages. Elle fait suite au massacre le 23 mars dernier à Ogasagou de quelques 160 Peuls, attribués à des chasseurs Dogon dans cette région du centre du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso, devenue la plus sanglante du pays. Selon les témoignages des villageois, les assaillants sont entrés en criant « Allah Akbar, Dieu est le plus grand ». En arabe, a déclaré le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. Depuis l'apparition en 2015 dans la région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Boubou Sissé a quitté ce mardi matin Bamako en avion pour se rendre dans ce village de la zone de Bandiagara, à l'est de Mopti, siège du gouvernorat, accompagné des ministres de la Défense et de l'administration territoriale, ont indiqué ses services. Les assaillants sont des djihadistes dont certains sont connus. Lorsqu'ils sont arrivés, on a d'abord pensé à des voleurs de bétail. Les habitants ont alors été se cacher dans leurs cases. Les assaillants ont attaqué ces cases et ont mis le feu. Ils ont aussi brûlé vif des animaux, a expliqué le maire de Sangar. Les autorités ont attribué l'attaque à des terroristes, apparemment en référence au groupe de Koufa. Une dizaine d'élus proches de l'opposant Moïse Katumbi, 8 élus du mouvement de libération du Congo de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba et 2 élus
proches de l'ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu sont concernés selon ce décompte. Ces invalidations ont bénéficié à des anciens ministres et ex-gouverneurs de la coalition politique de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, qui deviennent ainsi députés. Les décisions de la Cour constitutionnelle congolaise dans le cadre des contentieux électoraux sont définitives. La Cour a examiné plus d'1 millier de recours. La réaction du chef du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui doit revenir de Belgique à Kinshasa le 23 juin, était très attendue mardi. L'avocat et président de l'Association pour l'accès à la justice s'est dit indigné, indiquant que les responsables de la justice continuent d'obéir aux dictats de ceux qui les avaient mis en place. Ils n'obéissent ni au droit ni à la loi. Les partisans de Kabila ont conservé une majorité de plus de 300 à 350 députés sur 500 à l'Assemblée nationale, d'après les résultats de la commission électorale contestée par une partie de l'opposition. Les coalitions politiques de Kabila et Tshisekedi sont supposées s'entendre sur la constitution d'un gouvernement où les pro-Kabila auraient la majorité des postes. Les services de sécurité ont mené une opération à Lombe ce mercredi et ont sauvé avec succès les 2 Canadiennes enlevées dans la région Ashanti, a fait savoir dans un communiqué le ministre ghanéen de l'information, Kodjo Oppong Nkrumah, assurant aux citoyens ghanéens et aux touristes qu'ils étaient toujours en sécurité. Âgées de 19 ans et 20 ans, les 2 étudiantes ont été kidnappées vraisemblablement contre rançon le 4 juin dernier au soir en sortant d'un taxi devant le Royal Golf Club de Kumasi à environ 250 km au nord de la capitale Accra. La police n'a pas donné leur nom, mais a précisé qu'elles étaient des volontaires travaillant pour Youth Challenge International, une ONG d'entraide canadienne. Fin avril, le président Nana Akufo-Addo avait regretté que plusieurs enlèvements crapuleux ont eu lieu ces derniers mois dans le pays. Ce mardi soir, la police ghanéenne a annoncé l'arrestation du président du plus important parti d'opposition, Samuel Ofosu-Ampofo, chef du Congrès national démocratique, assurant qu'il était soupçonné d'être en lien avec les différents enlèvements. Des manifestants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, coiffés de bérets rouges ou de foulards jaunes noués autour de la tête, ont manifesté à l'endroit précis où 2 jours plus tôt, des partisans du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, avaient brutalisé des élus de la majorité. Nous mettons en garde l'UDPS par rapport à cette barbarie. Nous ne sommes pas des violents, mais nous leur disons ceci, que trop c'est trop et qu'ils cessent le plus tôt possible. À leur retour, des heurts ont éclaté sur la route qui mène vers le quartier Limité, fief de l'UDPS qui abrite aussi le quartier général national de la jeunesse du PPRD. Il y a un fonds politique, c'est le PPRD. Le PPRD champion des cabales. C'est le PPRD qui a fait ça. De la même façon qu'ils ont fait ça en 2016. Ils ont attaqué les permanences de l'UDPS. Ce mardi à Lubumbashi, dans le sud-est, des combattants de l'UDPS avaient saccagé le siège du PPRD, selon plusieurs témoignages. Ces tensions ont éclaté alors que la coalition parlementaire pro-Kabila et celle favorable au président Tshisekedi peinent à se mettre d'accord sur de nombreux sujets, dont la composition du prochain gouvernement. L'opposant Martin Fayulu n'a pas manqué de pointer la responsabilité de tous les écueils du pays. Monsieur Félix Tshilombo et Joseph Kabila ont assassiné l'état de droit en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Ils ont détruit la nation en faisant de la fraude et de la tricherie les 2 grands principes de vie en République démocratique du Congo. À l'issue des élections générales de décembre 2018, qui avaient donné l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle, les pro-Kabila avaient gagné la majorité écrasante des sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux assemblées provinciales et à la direction des provinces.